Imaginez un matin de printemps dans l'Angleterre médiévale. Le soleil se lève sur des pâturages vallonnés parsemés de fleurs sauvages, et une paysanne se dirige vers les terres de pâture communale où l'unique vache de sa famille a passé la nuit. L'animal est plus petit que le bétail moderne, pesant peut-être la moitié, avec une robe rousse et un tempérament doux. Elle broute avec contentement l'herbe luxuriante du printemps, exactement ce que son système digestif a évolué pour traiter au fil des millénaires. La femme s'assoit sur un tabouret bas et commence le travail rythmé de la traite à la main, remplissant un seau en bois d'un liquide au reflet doré. Ce lait ne sera pas consommé frais. Le soir venu, il commencera sa transformation en fromage ou en babeur, des produits fermentés qui soutiendront sa famille pendant les saisons où le lait frais se fait rare. Cette scène simple représente quelque chose de profond, un système de production alimentaire dont la science moderne commence à peine à comprendre l'intelligence accidentelle. Dans cette vidéo, vous découvrirez pourquoi le lait médiéval était nutritionnellement supérieur à la plupart du lait consommé aujourd'hui, et pourquoi un nombre croissant de personnes signalent des problèmes digestifs avec les produits laitiers modernes. Nous explorerons comment le bétail médiéval produisait un lait fondamentalement différent au niveau moléculaire, grâce à une génétique qui a changé au cours des 10 000 dernières années. Vous apprendrez pourquoi les vaches nourries à l'herbe produisent un lait au profil nutritionnel radicalement différent de ceux des animaux nourris au grain, et comment la pratique médiévale de la fermentation des produits laitiers offrait des bienfaits probiotiques dont ils ignoraient l'existence. Nous révélerons ce que les procédés modernes font au lait par l'ultra-pasteurisation et l'homogénéisation. Examinerons la révolution des cafots qui a transformé les produits laitiers d'un artisanat saisonnier en une marchandise industrielle, et découvrirons la science surprenante qui explique pourquoi votre grand-mère tolérait peut-être mieux le lait que vous. Il ne s'agit pas d'une nostalgie romantique pour une époque plus simple. Il s'agit de biochimie, d'histoire agricole et de génétique, révélant des vérités dérangeantes sur la façon dont nous avons transformé l'un des plus anciens aliments de l'humanité en quelque chose que notre corps rejette de plus en plus. Le lait médiéval n'était pas seulement différent en goût ou en texture. Au niveau des protéines, des acides gras, des cultures bactériennes et des méthodes de production, il représentait quelque chose de plus proche de ce que nous pourrions aujourd'hui appeler un aliment fonctionnel, rempli de bienfaits qui ne découlaient pas de la science de la nutrition, mais de la nécessité, des limitations et des rythmes de l'agriculture pré-industrielle. En examinant ce qui rendait le lait médiéval si spécial, nous comprenons mieux pourquoi le lait moderne cause des problèmes et quels choix nous pourrions faire pour combler cet écart. L'histoire ne commence pas avec les pratiques agricoles, mais avec les animaux eux-mêmes. Entre le 5e et le 15e siècle, l'agriculture dominait pratiquement tous les aspects de la vie européenne. Pour la grande majorité de ceux qui travaillaient la terre, les produits laitiers fournissaient une nutrition essentielle, en particulier pour ceux qui goûtaient rarement à la viande. Pourtant, le rôle du lait dans la société médiévale différait radicalement de notre relation moderne avec cette boisson. Les variations régionales ont façonné la culture laitière à travers le continent. En Europe du Nord, de l'Angleterre aux Pays-Bas et à la Scandinavie, le beurre régnait en maître comme principal corps gras de cuisson, tandis que les cultures du sud de l'Europe privilégiaient l'huile d'olive et le saindoux. Il ne s'agissait pas simplement de préférences culinaires, mais du reflet des animaux qui prospéraient dans différents climats et des cultures qui poussaient facilement dans divers sols. Le fait le plus surprenant concernant la consommation de produits laitiers au Moyen Âge remet en question nos suppositions modernes. Les adultes consommaient rarement du lait frais directement. Cette boisson était principalement réservée aux très jeunes, aux personnes âgées, aux pauvres ou aux malades. Les archives de l'époque et les preuves archéologiques révèlent que le lait frais occupait un statut relativement bas dans la hiérarchie alimentaire médiévale.
La raison était terriblement pratique. Sans technologie de réfrigération, le lait frais tournait en quelques heures, surtout pendant les mois les plus chauds. Par une chaude journée d'été, le lait du matin pouvait être imbuvable le soir. Les gens du Moyen Âge ont résolu cette crise de la conservation par la transformation. Le lait devenait du fromage, le principal fournisseur de protéines animales pour les classes inférieures. Il devenait du beurre, fortement salé à des concentrations de 5 à 10% pour éviter le rancissement. Il devenait du bas-beurre, du petit lait, du caillé et diverses préparations fermentées qui pouvaient se conserver des jours, des semaines, voire des mois. Le calendrier laitier médiéval suivait des rythmes saisonniers que la production moderne à l'année a effacés de notre mémoire collective. Les vaches étaient généralement saillies en automne pour véler au début du printemps, habituellement entre mars et mai. Après le vélage, le nouveau-né tétait pendant environ 1 mois avant d'être sevré. La traite commençait en avril et se poursuivait 2 fois par jour jusqu'en septembre. À mesure que les pâturages de printemps remplaçaient le maigre fourrage d'hiver, la production de lait augmentait considérablement. Les mois d'été, de juin à septembre, représentaient le pic de production. Une seule vache produisant environ 7 stone de fromage, plus un stone de beurre durant la saison de mai à septembre. Après la récolte d'automne, les animaux paissaient dans les champs de chaume, glanant ce qui restait. Novembre a gagné la sinistre appellation de mois de l'abattage. Les familles paysannes ne pouvaient tout simplement pas se permettre de nourrir le bétail excédentaire pendant l'hiver de disette. La plupart des bovins étaient abattus et conservés sous forme de viande salée, seul le cheptel reproducteur essentiel étant maintenu en vie avec du foin stocké, de petites quantités de céréales et des restes de cuisine. Le lait frais pendant les mois d'hiver était rare ou inexistant pour la majeure partie de la population. Ce système saisonnier signifiait que les Européens du Moyen Âge consommaient les produits laitiers différemment des populations modernes. Ils mangeaient en janvier du fromage affiné fabriqué avec le lait de juin. Ils cuisinaient avec du beurre salé, produit des mois plus tôt. Leur corps s'adaptait à cette disponibilité saisonnière, se régalant de produits laitiers frais pendant l'abondance estivale et comptant sur les formes conservées pendant la pénurie hivernale. Les vaches qui produisaient ce lait menaient des vies remarquablement différentes de celles des vaches laitières modernes. Elles paissaient sur des terres communes de bois, de pâturage et de jachères, gérées collectivement pour éviter le surpâturage. Chaque vache consommait environ 70 kg ou 155 livres d'herbes fraîches par jour. Les vaches en lactation pouvaient recevoir un demi-kilogramme ou une livre supplémentaire de céréales ou d'aliments complémentaires, mais leur régime était très majoritairement basé sur ce qu'elles pouvaient brouter. Chaque animal nécessitait environ 2 acres de pâturage. Après la fenaison, on laissait les prairies se régénérer avant de reprendre le pâturage. Ce n'était pas un choix biologique de luxe, mais simplement le seul système disponible. Les céréales étaient bien trop précieuses pour la consommation humaine pour être gaspillées à nourrir les animaux en grande quantité. Pourtant, ce système de nécessité produisait un lait dont la science nutritionnelle moderne n'a que récemment commencé à apprécier les qualités. Bientôt, nous découvrirons pourquoi la génétique de ces vaches médiévales rendait leur lait fondamentalement différent au niveau moléculaire. La plupart des races bovines modernes ne peuvent être retracées de manière fiable avant les années 1700. L'élevage sélectif s'est accéléré de façon spectaculaire avec la révolution agricole, créant les races laitières et bouchères spécialisées que nous connaissons aujourd'hui. Pourtant, certaines lignées anciennes remontent à la période médiévale et au-delà. La race Guernesey fait remonter sa lignée aux moines normands qui sont arrivés sur l'île de Guernesey vers l'an 960, amenant du bétail avec eux. L'isolement de l'île a préservé cette lignée pendant des siècles. La brune des Alpes, originaire des Basses Alpes,
pourrait représenter la plus ancienne race laitière, avec une génétique qui remonte bien avant l'ère moderne. La race Chianina d'Italie existait avant l'Empire romain, ce qui en fait l'une des plus anciennes races bovines de pure race sur Terre. Les races anglaises comme la Hereford et la Sussex descendent d'anciens types de shorthorn rouges qui paissaient dans les pâturages britanniques lorsque Guillaume le Conquérant a envahi le pays. Ces races patrimoniales partagent des caractéristiques qui les distinguent radicalement des vaches laitières industrielles modernes. Elles ont évolué avec des régimes entièrement à base d'herbes, développant une efficacité digestive qui maximisait la nutrition à partir de fourrages de faible qualité. Elles grandissaient lentement et atteignaient leur maturité plus tard que les races modernes. Leur corps privilégiait la rusticité et la survie à la production maximale. Elles étaient plus petites, pesant souvent la moitié du poids d'une Holstein moderne. Leurs besoins d'entretien étaient plus faibles, ce qui les rendait idéales pour les systèmes agricoles aux ressources limitées. À l'origine, chacune de ces anciennes vaches ne produisait que de la bêta-caséine A2, un détail dont l'importance deviendra claire sous peu. Le lait que ces races patrimoniales produisaient différait notablement des produits laitiers modernes. Il contenait des pourcentages de matières grasses plus élevés, le rendant plus riche et plus adapté à la production de beurre et de fromage. Il était souvent de couleur dorée en raison de sa teneur élevée en bêta-carotène, un précurseur de la vitamine A que les vaches obtenaient de l'herbe fraîche. Le rapport protéines/matière grasse était optimisé pour la fabrication du fromage, produisant un caillé plus ferme et de meilleur rendement. Le lait contenait des niveaux élevés de vitamines liposolubles A et E, reflétant directement le régime à base d'herbe des vaches. Considérez la Guernesey en détail comme un exemple de ce à quoi les vaches laitières médiévales auraient pu ressembler. Selon les récits traditionnels, le bétail a été amené dans les îles anglo-normandes, possiblement vers 960, lorsque l'influence normande s'est étendue à la région, bien que des archives historiques concrètes n'existent qu'à partir du XIXe siècle. Ce bétail insulaire est resté génétiquement isolé pendant des siècles. La race qui en a résulté est devenue célèbre pour la production d'un lait doré distinctif, une couleur provenant de niveaux de carotène exceptionnellement élevés. Les Guernesey ont développé un tempérament calme et une excellente efficacité de pâturage. Elles prospéraient en pâturage avec un minimum de suppléments. Aujourd'hui, plus de 70% des Guernesey produisent principalement du lait A2, ce qui suggère que c'était probablement la norme universelle chez le bétail médiéval. Les petits fermiers apprécient encore les Guernesey pour les systèmes à base d'herbes, précisément parce qu'elles conservent des caractéristiques que l'élevage industriel a éliminées des principales races laitières. La transformation du bétail médiéval en race moderne illustre l'évolution des priorités. Une vache médiévale pouvait produire environ 2000 à 5000 livres de lait en une saison, puis cesser sa lactation pour l'hiver. Une Holstein moderne produit 22 000 livres ou plus par an en lactation continue. Le bétail médiéval pouvait survivre à des conditions difficiles avec une alimentation minimale. Le bétail moderne nécessite des rations soigneusement équilibrées et un logement climatisé. Les races médiévales pouvaient potentiellement vivre 15 ou même 20 ans si elles survivaient aux hivers rigoureux et n'étaient pas abattues pour la viande. Les vaches laitières modernes sont généralement réformées entre 4 et 6 ans, leur corps épuisé par les exigences de production. L'élevage médiéval privilégiait la survie, la rusticité et l'efficacité du pâturage. L'élevage moderne privilégie le volume, la vitesse et l'uniformité. Ce changement de priorité s'est étendu au-delà de la simple productivité jusqu'à la structure même des protéines du lait. Au niveau moléculaire, quelque chose de profond avait changé dans les troupeaux de bovins européens au fil de milliers d'années,
une mutation génétique qui finirait par affecter la capacité de millions de personnes à digérer le lait. Dans un instant, nous découvrirons l'histoire de cette mutation et pourquoi elle est si importante pour la santé humaine. Pour comprendre pourquoi le lait médiéval était différent, nous devons remonter encore plus loin dans le temps, à l'époque où les humains ont domestiqué le bétail pour la première fois, il y a environ 10 000 ans. Le bétail ancestral que les premiers agriculteurs ont commencé à traire produisait une protéine appelée bêta-caséine A2. Pendant des milliers d'années, ce fut la seule forme de protéine de lait qui existait. Chaque vache sur Terre produisait du lait A2. Le bétail asiatique, aujourd'hui, reste à 100% A2. Le bétail africain est entièrement A2. C'était la structure protéique que les systèmes digestifs humains ont rencontrée et à laquelle ils se sont adaptés en premier. C'était le lait originel. Puis quelque chose a changé. Il y a entre 5 000 et 10 000 ans, une mutation génétique s'est produite chez les bovins européens. Une seule mutation ponctuelle a modifié la structure de la bêta-caséine, changeant l'acide aminé en position 67 de la proline à l'histidine. Ce changement apparemment mineur a créé une nouvelle variante de protéine appelée bêta-caséine A1. La mutation semble être apparue alors que le bétail migrait vers le nord de l'Europe, où les hivers rigoureux forçaient les animaux à l'intérieur et où la supplémentation en céréales devenait nécessaire. Les conditions de stress ont pu contribuer à ce changement génétique. Fait crucial, cette mutation ne se trouve que chez les bovins d'origine européenne. Elle ne s'est jamais produite dans les troupeaux asiatiques ou africains. Ce qui rend cette mutation si significative n'est pas simplement que la structure de la protéine a changé. L'importance réside dans ce qui se passe lorsque les humains digèrent ces deux protéines différentes. Lorsque votre système digestif décompose les protéines, les enzymes coupent les longues chaînes d'acides aminés en plus petits morceaux appelés peptides. Ces peptides sont ensuite absorbés ou décomposés davantage. Avec la bêta-caséine A2, ce processus produit des peptides qui sont rapidement dégradés et absorbés avec des effets bioactifs minimes. Avec la bêta-caséine A1, quelque chose de différent se produit. Le changement structurel créé par cette unique substitution d'acides aminés permet aux enzymes digestives de libérer un peptide spécifique de cet acide aminé appelé bêta-casomorphine sept ou BCM sept. Ce peptide n'est pas simplement un fragment nutritionnel. La BCM7 est un opioïde. Oui, comme la morphine, l'héroïne ou la codéine, c'est un composé qui active les récepteurs opioïdes dans le corps. Plus précisément, il active les récepteurs mu-opioïdes dans tout le tractus gastro-intestinal. Lorsque des études animales ont examiné ce qui se passe lorsque des rongeurs consomment du lait. A1 par rapport au lait. A2. Les résultats ont été frappants. La consommation de lait A1 a retardé le temps de transit gastro-intestinal, ce qui signifie que la nourriture se déplaçait plus lentement dans le système digestif. Elle a augmenté les marqueurs inflammatoires, en particulier une enzyme appelée myéloperoxydase. Elle a déclenché des réponses immunitaires et augmenté la production de dipeptidyl peptidase 4. Fait le plus révélateur, lorsque les chercheurs ont administré de la naloxone, un médicament qui bloque les récepteurs opioïdes, ces effets ont disparu. Cela a confirmé que le mécanisme était bien une voie opioïde déclenchée par la BCM7. Les implications pour la digestion humaine sont devenues plus claires lorsque les chercheurs ont mené des études en double aveugle avec des sujets humains. Les participants qui ont consommé du lait A1 ont signalé des selles plus molles et des valeurs plus élevées sur l'échelle de Bristol par rapport à la consommation de lait A2. L'association entre la douleur abdominale et la consistance des selles était statistiquement significative avec le lait A1, mais pas avec le lait A2.
Peut-être le plus intrigant, les sujets qui avaient été diagnostiqués avec une intolérance au lactose ont connu moins de symptômes en buvant du lait A2 par rapport au lait standard mixte A1/A2. Cela suggère que de nombreuses personnes qui se croient intolérantes au lactose pourraient en fait réagir à la protéine A1 et non au lactose. Leurs corps réagissent aux peptides opioïdes libérés pendant la digestion. Quelle est la prévalence de la protéine A1 par rapport à la A2 chez les bovins modernes? La distribution révèle un schéma géographique. Les races du nord de l'Europe, y compris la Holstein et l'Ayrshire, qui dominent la production laitière moderne, ont des niveaux élevés de A1. Environ 46 à 70% des Holstein modernes produisent du lait contenant de la bêta-caséine. A1 exclusivement ou en combinaison avec la A2. Le pourcentage restant produit du lait contenant les deux variantes. Les races patrimoniales qui font remonter leur lignée à des souches plus anciennes maintiennent des pourcentages plus élevés de A2. Les bovins Jersey et Guernesey, par exemple, sont susceptibles à environ 70% de produire principalement du lait A2. Dans les troupeaux laitiers commerciaux occidentaux, le ratio est en moyenne d'environ 50-50 entre A1 et A2. Convertir un troupeau laitier pour qu'il produise exclusivement du lait A2 est possible grâce à l'élevage sélectif, mais cela demande du temps. Des tests génétiques peuvent identifier quelles vaches produisent quelle variante de protéines, en ne croisant que des vaches. A2 avec des taureaux. A2, un troupeau peut éventuellement devenir exclusivement A2. Ce processus prend de 4 à 8 ans ou plus, selon la taille du troupeau et les cycles de reproduction. Plusieurs entreprises commerciales produisent maintenant du lait exclusivement A2, le commercialisant comme étant plus facile à digérer. Le prix plus élevé reflète à la fois les coûts d'élevage et la demande croissante des consommateurs. Cela nous amène au point crucial pour comprendre le lait médiéval. Chaque vache médiévale était A2. La mutation s'était produite des milliers d'années plus tôt, mais elle ne s'était pas encore propagée dans les troupeaux européens ni fixée dans la population. Le bétail médiéval, en particulier celui des lignées anciennes, aurait produit exclusivement ou principalement du lait A2. Lorsque les gens du Moyen Âge consommaient des produits laitiers, leur système digestif ne rencontrait jamais la BCM7. Ils ne subissaient jamais la cascade inflammatoire que ce peptide opioïde déclenche. Ils ne souffraient jamais des symptômes gastro-intestinaux que de nombreuses personnes modernes attribuent à l'intolérance au lactose, mais qui pourraient en fait provenir de la digestion de la protéine A1. Cette différence génétique, à elle seule, rendrait le lait médiéval distinct du lait moderne. Mais la supériorité des produits laitiers médiévaux s'étendait au-delà de la génétique, pour inclure ce que le bétail mangeait et comment ce régime transformait le profil nutritionnel du lait. Passons maintenant aux différences frappantes entre le lait de vache nourrie à l'herbe et celui de vache nourrie au grain. Les vaches qui produisaient le lait médiéval paissaient dans les pâturages du printemps à l'automne, consommant de l'herbe fraîche, des herbes aromatiques, des fleurs sauvages et toute la végétation qui poussait dans les zones de pâturage communal. Pendant l'hiver, elles mangeaient du foin séché coupé dans les prairies pendant l'été. Elles pouvaient recevoir une supplémentation minimale en céréales, peut-être 1 livre par jour pour les vaches en lactation, mais leur régime était très majoritairement à base de fourrage. Ce n'était pas un choix de luxe reflétant une sagesse nutritionnelle. Les céréales étaient une nourriture précieuse pour les humains. En donner de grandes quantités aux animaux était économiquement impossible pour la plupart des ménages médiévaux. Pourtant, cette nécessité produisait un lait avec un profil nutritionnel que la science moderne n'a que récemment commencé à quantifier et à apprécier. Comparez cela à la production laitière conventionnelle moderne. Le système qui produit la plupart du lait consommé aujourd'hui fonctionne selon un modèle appelé CAFO, qui signifie Concentrated Animal Feeding Operation, opération d'alimentation animale concentrée.
La définition officielle inclut les exploitations comptant 700 vaches laitières ou plus, confinées pendant 45 jours ou plus par an. Plus de 95% des vaches laitières aux États-Unis n'ont aucun accès au pâturage. Aucun. Elles vivent toute leur vie productive à l'intérieur, debout sur du béton, mangeant des aliments à base de céréales formulés pour une production de lait maximale. Cette alimentation peut inclure du maïs, du soja et parfois des produits ou des déchets d'origine animale. Ce système n'existe que depuis environ 80 ans, ce qui représente environ 0,03% du temps pendant lequel les humains consomment du lait. Pourtant, il produit aujourd'hui la grande majorité du lait consommé dans les pays développés. Les vaches sont des ruminants. Leurs systèmes digestifs ont évolué sur des millions d'années pour traiter l'herbe. Elles possèdent 4 compartiments stomacaux qui fermentent la matière végétale fibreuse, extrayant les nutriments par la digestion microbienne. Les céréales perturbent ce système. Elles altèrent l'équilibre du pH, endommagent la paroi intestinale et peuvent provoquer des affections douloureuses comme l'acidose. Mais les céréales augmentent considérablement le volume de lait. C'est pourquoi les exploitations CAFO y ont recours. La question à laquelle la recherche moderne a commencé à répondre de manière définitive est: l'alimentation affecte-t-elle la composition du lait? Les preuves sont accablantes. Considérez d'abord les acides gras oméga 3. Ces graisses essentielles jouent un rôle crucial dans la fonction cérébrale, la santé cardiovasculaire et la régulation de l'inflammation. Le lait de vache nourri à l'herbe contient 0,05 g d'oméga 3 pour 100 g de lait. Le lait conventionnel de vache nourri au grain contient 0,02 g pour 100 g. Cela représente une augmentation de 147% de la teneur en oméga 3 grâce à l'alimentation à l'herbe. La différence apparaît dans des acides gras spécifiques comme l'acide linolénique et l'acide eicosapentaénoïque, qui augmentent tous deux de façon spectaculaire lorsque les vaches mangent de l'herbe fraîche au lieu de céréales. L'acide linoléique conjugué, connu sous le nom d'ALC, raconte une histoire encore plus spectaculaire. Cet acide gras a démontré des propriétés anticancéreuses dans des études de laboratoire et pourrait soutenir la fonction immunitaire et la santé métabolique. Le lait de vache nourri à l'herbe contient 0,043 g pour 100 g. Le lait conventionnel contient 0,019 g. Le lait biologique de vache nourrie au grain se situe entre les deux, à 0,023 g. Le lait de vache nourrie à l'herbe contient 125% de plus d'ALC que le lait conventionnel et 90% de plus que le lait biologique de vache nourrie au grain. La présence d'herbes fraîches fait la différence, pas seulement la certification biologique. Le rapport entre les acides gras oméga 6 et oméga 3 est aussi important que les quantités absolues. Les régimes occidentaux modernes sont fortement déséquilibrés en faveur des acides gras oméga 6, qui favorisent l'inflammation lorsqu'ils sont consommés en excès par rapport aux oméga 3. Le rapport idéal est proche de 1 pour 1. Le lait biologique de vache nourrie à l'herbe atteint un rapport de près de 1 pour 1 entre oméga 6 et oméga 3. Le lait conventionnel a un rapport de 5,7 pour 1. Le lait de vache nourrie à l'herbe contient 52% de moins d'oméga 6 que le lait conventionnel et 36% de moins que le lait biologique de vache nourrie au grain. Cela crée un impact inflammatoire radicalement différent dans le corps humain. Les vitamines liposolubles racontent une histoire similaire. Le lait de vache nourri à l'herbe contient des niveaux significativement plus élevés de bêta-carotène, qui donne au lait sa couleur dorée et sert de précurseur à la vitamine A. L'herbe fraîche est riche en caroténoïdes et ses composés sont directement transférés dans la matière grasse du lait.
La vitamine A, sous sa forme de rétinol, augmente dans le lait de vache nourries à l'herbe, tout comme la vitamine E sous forme de tocophérol, un puissant antioxydant. La vitamine K2, cruciale pour la santé osseuse et la fonction cardiovasculaire, augmente dans les produits laitiers de vaches nourries à l'herbe. Le lait de vache nourri à l'herbe contient également des niveaux élevés de phytol, de lutéine et d'autres composés antioxydants qui n'apparaissent tout simplement pas en quantité significative dans le lait de vache nourri au grain. Ces vitamines sont liposolubles, ce qui signifie qu'elles se dissolvent dans la matière grasse du lait plutôt que dans l'eau. Cela les rend hautement biodisponibles dans le lait entier, où elles peuvent être absorbées efficacement par le système digestif humain. La qualité des protéines change également. Le lait de vache nourri à l'herbe présente un rendement total en protéines plus élevé et une teneur accrue en caséine. Le profil en acides aminés s'améliore, avec des niveaux plus élevés de méthionine et de lysine, deux acides aminés essentiels que les humains ne peuvent pas synthétiser et doivent obtenir de la nourriture. L'herbe fraîche offre un profil en acides aminés supérieur à celui des aliments à base de céréales, et cette qualité est directement transférée dans le lait. De manière quelque peu contre-intuitive, le lait de vache nourri à l'herbe contient des niveaux plus faibles d'acides gras saturés dans la gamme de 12 à 16 atomes de carbone, tout en contenant des niveaux plus élevés de graisses insaturées bénéfiques. Cela affecte non seulement la santé cardiovasculaire, mais aussi des qualités pratiques comme la texture. Le beurre fabriqué à partir de lait de vache nourri à l'herbe est plus mou et plus facile à tartiner que le beurre de vache nourri au grain en raison de cette différence de profil d'acides gras. Le lait médiéval aurait correspondu à ce profil de lait nourri à l'herbe pendant la saison de production, avec des variations saisonnières à mesure que la qualité des pâturages changeait du printemps à l'automne. Le lait de la fin du printemps et du début de l'été, lorsque les pâturages étaient les plus luxuriants, aurait été à son apogée nutritionnel. Le lait de la fin de l'automne, provenant de bovins mangeant les chaumes et des pâturages en déclin, aurait été nutritionnellement inférieur. Les gens du Moyen Âge le comprenaient de manière empirique. Les meilleurs fromages étaient fabriqués pendant les mois de production de pointe, lorsque le lait était le plus riche. Le lait moderne, en revanche, maintient une composition uniforme toute l'année, car il provient de vaches mangeant des régimes contrôlés à base de céréales, quelle que soit la saison. L'ensemble nutritionnel médiéval combinait donc la génétique A2 avec la nutrition de l'herbe. Pas de peptides opioïdes inflammatoires. Des ratios optimaux d'acides gras oméga. Une teneur élevée en vitamines liposolubles. Une qualité de protéines supérieure. Des acides gras bénéfiques plus élevés, comme l'ALC. Cette combinaison n'est pas née de la compréhension scientifique, mais des limitations technologiques et des contraintes économiques. Pourtant, la science nutritionnelle moderne valide le fait que ces limitations ont produit une nutrition supérieure. Mais les gens du Moyen Âge consommaient rarement ce lait supérieur frais. Dans un instant, nous découvrirons comment leurs méthodes de conservation ont ajouté une autre couche de bienfaits pour la santé grâce à la fermentation. Le lait frais se gâte rapidement. Avant la réfrigération, c'était un fait inéluctable qui a façonné la manière dont chaque culture consommait les produits laitiers. Les Européens du Moyen Âge étaient confrontés à un choix difficile: conserver le lait par un processus de transformation ou le voir se gâter en quelques heures. Leur solution fut la fermentation, l'une des plus anciennes techniques de conservation des aliments de l'humanité. Les bactéries naturelles présentes dans le lait cru et l'environnement commençaient à se multiplier rapidement, produisant de l'acide qui abaissait le pH et empêchait les organismes nuisibles de se développer. Les gens du Moyen Âge ne comprenaient pas la microbiologie, mais ils en observaient les résultats. Le lait aigre restait comestible, alors que le lait frais pourrissait. Cela a conduit à la production de fromage, le produit laitier conservé le plus important, ainsi que de bas beurre, de petits laits, de caillés
et de diverses préparations fermentées régionales. La fermentation comme méthode de conservation remonte au 6e millénaire avant Jésus-Christ, lorsque les humains ont commencé à élever des animaux laitiers. Des preuves archéologiques sur des poteries révèlent des résidus de lait qui montrent des signes de transformation, probablement de fermentation. Les cultures traditionnelles du monde entier ont développé des produits laitiers fermentés adaptés à leur climat et aux sources de lait disponibles. La région du Caucase a produit le kéfir, fermenté avec une culture complexe de bactéries et de levures. La Scandinavie a développé le skyr, un produit fermenté épais semblable au yaourt. La Méditerranée a produit divers fromages, dont beaucoup restent célèbres aujourd'hui. Chaque culture a découvert indépendamment que la fermentation prolongeait considérablement la durée de conservation tout en produisant des saveurs et des textures distinctives. Considérez l'amélioration de la conservation de manière quantitative. Le chou frais se conserve des semaines dans de bonnes conditions. La choucroute se conserve des mois. Le lait frais se conserve des heures ou peut-être un jour. Le fromage se conserve des mois, voire des années. Cette transformation a permis aux gens du Moyen Âge de capturer l'abondance laitière de l'été et de la consommer tout au long de l'année. Une meule de fromage fabriquée en juin pouvait subvenir aux besoins d'une famille jusqu'en novembre. Le beurre fortement salé, bien que non fermenté, pouvait également survivre des mois sans réfrigération. Le garde-manger médiéval comptait sur ces formes conservées pour faire le pont entre les saisons. Ce que les gens du Moyen Âge ne réalisaient pas, c'est que la fermentation offrait des avantages bien au-delà de la conservation. Le processus modifie fondamentalement le profil nutritionnel et ajoute des composés bénéfiques pour la santé. La recherche moderne a révélé pourquoi les aliments fermentés occupent une place si importante dans les régimes traditionnels du monde entier. La fermentation rend les nutriments plus biodisponibles, ce qui signifie que le système digestif humain peut les absorber plus facilement. Les bactéries décomposent les molécules complexes en forme plus simple. Elles digèrent partiellement les protéines, les rendant plus faciles à traiter pour les enzymes humaines. Le lactose, le sucre du lait que de nombreux adultes ont du mal à digérer, est consommé par les bactéries de fermentation et converti en acide lactique. C'est pourquoi de nombreuses personnes qui réagissent mal au lait frais peuvent tolérer le fromage ou le yaourt sans problème. La fermentation introduit directement des bactéries bénéfiques dans les aliments. Ces organismes probiotiques, principalement des espèces de Lactobacillus et de Bifidobacterium, colonisent l'intestin humain et soutiennent la santé digestive. La recherche moderne a établi que la santé intestinale influence bien plus que la seule digestion. Le microbiome intestinal affecte la fonction immunitaire, la santé mentale, les niveaux d'inflammation et même le risque de maladies chroniques. Environ 70% du système immunitaire humain réside dans ou autour de l'intestin. Soutenir les populations de bactéries bénéfiques par le biais d'aliments probiotiques renforce cette défense immunitaire. Les gens du Moyen Âge consommaient des probiotiques à presque chaque repas, non pas sous forme de suppléments, mais de produits laitiers fermentés qui constituaient simplement leur nourriture normale. La fermentation produit des métabolites, des composés créés par le métabolisme bactérien qui ont leurs propres bienfaits pour la santé. Ces soi-disant postbiotiques comprennent des vitamines, en particulier les vitamines B, que les bactéries synthétisent pendant la fermentation. La vitamine K2, essentielle pour la santé osseuse et cardiovasculaire, est produite pendant la fermentation et l'affinage du fromage. Les bactéries bénéfiques produisent des composés antimicrobiens qui inhibent les organismes nuisibles, créant un effet protecteur. Des études sur les produits laitiers fermentés montrent des effets anti-inflammatoires, des propriétés anticancéreuses potentielles, une meilleure régulation de la glycémie
et des avantages cardiovasculaires. Le kéfir est un excellent exemple de la puissance des produits laitiers fermentés traditionnels. Cette boisson est consommée depuis plus de 3000 ans en Europe de l'Est et en Asie centrale. La fermentation traditionnelle du kéfir consistait à ajouter des grains de kéfir, une culture symbiotique de bactéries et de levures, au lait frais dans des outres en peau de chèvre, des pots en argile ou des seaux en bois. Le mélange fermentait pendant environ 24 heures à température ambiante. La boisson qui en résultait était acidulée, légèrement effervescente en raison de l'activité des levures et contenait des dizaines de souches bactériennes bénéfiques, bien plus que ce que contient généralement le yaourt moderne. Le kéfir était traditionnellement fabriqué à partir de n'importe quel lait disponible: vache, chèvre, brebis, chamelle ou bufflonne. L'analyse de la teneur nutritionnelle du kéfir révèle des niveaux élevés de vitamine B12, de calcium, de magnésium, de vitamine K, de biotine et de folate. Il contient des enzymes et des probiotiques en abondance. La recherche a documenté des effets antimicrobiens, anticancéreux et antidiabétiques. Il aide à la santé digestive en réduisant l'inflammation et en soutenant la paroi intestinale. Il améliore la fonction immunitaire grâce aux organismes probiotiques et aux métabolites qu'ils produisent. Des études comparant les populations qui consomment des produits laitiers fermentés non pasteurisés à celles qui consomment du lait frais pasteurisé montrent une abondance accrue de lactobacillus dans le microbiome intestinal du premier groupe. Les produits laitiers fermentés médiévaux étaient tout aussi variés. Le fromage était la forme principale, et la fabrication de fromage médiéval a produit des variétés qui existent encore aujourd'hui. Le parmesan, le brie, l'édame et d'innombrables autres fromages ont des origines médiévales ou descendent directement de techniques médiévales. Ces fromages servaient de principales sources de protéines pour les classes inférieures qui mangeaient rarement de la viande. Le régime d'un paysan pouvait consister en grande partie en pain, potage et fromage, le fromage fournissant des acides aminés essentiels et des matières grasses. Le beurre était fortement salé, avec une teneur en sel de 5 ou 10%, assez pour empêcher le pourrissement mais le rendant très différent du beurre moderne légèrement salé. Le bas-beurre, le liquide restant après le barattage du beurre, était naturellement fermenté et consommé comme boisson ou utilisé en cuisine. Le petit lait, le liquide séparé du caillé lors de la fabrication du fromage, était riche en protéines et parfois consommé directement ou donné au porc. Diverses préparations de fromage frais et de caillé fermenté apparaissaient dans les différentes régions. Cela signifiait que les gens du Moyen Âge consommaient des probiotiques par défaut, non par choix. Ils n'avaient pas besoin de suppléments ou de produits spécialisés. Leur régime normal, façonné par la nécessité de la conservation, leur apportait des bactéries bénéfiques à chaque repas. Leurs microbiomes intestinaux, façonnés par cette exposition constante aux probiotiques, différaient probablement de manière substantielle des populations modernes, qui mangent principalement des aliments frais, pasteurisés et transformés. Lorsque les Européens du Moyen Âge consommaient du fromage ou du bas-beurre, ils introduisaient des millions de bactéries bénéfiques dans leur système digestif. Ces organismes soutenaient la digestion, produisaient des vitamines, évitaient la prolifération des microbes nuisibles et renforçaient les défenses immunitaires. L'ironie est profonde. Les gens du Moyen Âge fermentaient les produits laitiers parce qu'ils n'avaient pas le choix. Le lait frais se gâtait trop vite pour être pratique dans la plupart des applications. La méthode de conservation qu'ils ont développée par nécessité offrait des bienfaits pour la santé que la science moderne n'a que récemment quantifiés et que les consommateurs modernes recherchent maintenant à travers de coûteux suppléments probiotiques. Un paysan médiéval mangeant son fromage quotidien recevait plus de bienfaits probiotiques que de nombreuses personnes modernes prenant des suppléments. Nous avons maintenant vu comment le lait médiéval était supérieur en termes de génétique, de nutrition grâce à l'alimentation à l'herbe
et de fermentation. Mais l'histoire de la dégradation du lait moderne implique plus que ce qui est absent. Des méthodes de transformation actives transforment et endommagent potentiellement le lait de manière qui le sépare encore plus de son ancêtre médiéval. Examinons ce que la transformation moderne fait réellement. Avant le XXe siècle, la production de lait était nécessairement locale et à petite échelle. Les vaches étaient traites, et leur lait était consommé ou transformé à proximité, généralement le jour même. Avec la croissance des villes pendant la révolution industrielle, la demande de lait a augmenté, tandis que la distance entre la vache et le consommateur s'est allongée. Cela a créé une crise sanitaire. Le lait contaminé tuait des gens, propageant des maladies comme la tuberculose et la brucellose. Des enfants mouraient à cause du lait frelaté. La solution fut la pasteurisation, un processus de chauffage développé par Louis Pasteur dans les années 1860 et progressivement adopté pour le traitement du lait au début des années 1900. Ce fut une innovation qui a véritablement sauvé des vies. La pasteurisation tuait les bactéries pathogènes et rendait le lait considérablement plus sûr. L'impact sur la santé publique a été énorme. La pasteurisation standard, techniquement appelée HTST, pour haute température courte durée, chauffe le lait à 160 et 1 degré Fahrenheit ou 72 degrés Celsius pendant 15 secondes. Cette température est suffisante pour tuer la plupart des bactéries pathogènes tout en ayant un impact minimal sur la nutrition. L'analyse scientifique de 40 études examinant les effets de la pasteurisation a révélé que les pertes de vitamines sont inférieures à 10% pour la plupart des vitamines B. Les minéraux comme le calcium et le phosphore sont stables à la chaleur et ne sont pas affectés. La qualité des protéines reste essentiellement inchangée. Des études soigneusement contrôlées mesurant la digestibilité des protéines ont trouvé une digestibilité de 80,2% pour le lait cru contre 80,02% pour le lait pasteurisé, une différence si faible qu'elle est essentiellement sans signification. La structure de la caséine subit un impact minimal. Les protéines de lactosérum subissent une dénaturation limitée. Le consensus scientifique est clair. La pasteurisation standard préserve la valeur nutritionnelle tout en éliminant les agents pathogènes potentiellement mortels. Cela représente un compromis équitable, sacrifiant des pertes nutritionnelles triviales pour des gains de sécurité majeurs. Mais la transformation moderne du lait ne s'est pas arrêtée à la pasteurisation standard. Le développement du traitement à ultra haute température, appelé UHT, a poussé le traitement thermique bien au-delà de ce qui est nécessaire pour la sécurité. Le traitement UHT chauffe le lait à 280 degrés Fahrenheit ou 138 degrés Celsius pendant 2 secondes ou plus. L'objectif est la stabilité à température ambiante. Le lait UHT peut rester non réfrigéré pendant 6 mois ou plus sans se gâter. Cela offre une commodité, en particulier pour la distribution dans des zones reculées ou pour l'expédition internationale. Mais les effets sur la structure du lait sont profonds. L'ultra-pasteurisation provoque une dénaturation d'environ 70 à 90% des protéines de lactosérum. La chaleur brise les liaisons structurelles au sein de ces protéines, les faisant s'allonger et perdre leur configuration native. Cela change leur comportement dans le système digestif et peut les rendre plus difficiles à décomposer. Le traitement UHT détruit les enzymes présentes dans le lait cru et qui survivent à la pasteurisation standard. La lipase, une enzyme qui aide à digérer la matière grasse du lait et à absorber le cholestérol, est essentiellement éliminée. La vitamine A se dégrade sous la chaleur intense. Les immunoglobulines, des protéines protectrices qui soutiennent la fonction immunitaire, sont détruites.
Des études européennes ont trouvé des associations entre la consommation de lait, UHT, et une prise de poids réduite chez les enfants, la destruction de la lipase étant le mécanisme suspecté. Le lait devient essentiellement stérile, sans rien de vivant, ni bénéfique, ni nuisible. L'homogénéisation représente une autre transformation de la structure du lait. Ce processus purement mécanique force le lait à travers de très petites ouvertures sous haute pression, brisant les globules de graisse en minuscules gouttelettes uniformes. Dans le lait non homogénéisé, la crème remonte à la surface car la matière grasse du lait est moins dense que le liquide environnant. L'homogénéisation empêche cette séparation en créant des gouttelettes de graisse si petites qu'elles restent en suspension dans tout le liquide. La science alimentaire dominante soutient que l'homogénéisation n'a aucun impact sur la valeur nutritionnelle. Aucun produit chimique n'est ajouté. Le processus est purement physique. Il ne tue pas les bactéries et n'affecte pas la sécurité. Cependant, l'homogénéisation modifie fondamentalement la structure du lait. Les globules de graisse deviennent environ 10 fois plus petits que dans le lait naturel. Ces particules plus petites interagissent différemment avec le système digestif. Certaines études, bien que pas toutes, suggèrent que cela pourrait affecter la digestibilité des protéines. La graisse du lait homogénéisé ne peut pas être séparée ou écrémée comme la crème peut être retirée du lait naturel. Le lait naturel permet aux consommateurs de choisir leur apport en matière grasse, en écrémant ou en laissant la crème. Le lait homogénéisé n'offre pas une telle option. La transformation structurelle est permanente. La question des enzymes reste controversée. Le lait cru contient diverses enzymes, dont la lipase et la lactase. La lipase aide à digérer la matière grasse du lait. La lactase aide à digérer le lactose. La pasteurisation standard détruit certaines de ces enzymes. L'ultra-pasteurisation les détruit pratiquement toutes. Les nutritionnistes traditionnels soutiennent que cela n'a pas d'importance, car l'acide gastrique et la pepsine détruiraient de toute façon ces enzymes avant qu'elles ne puissent apporter un bénéfice. Les défenseurs de la santé alternative soutiennent que les enzymes commencent à agir dans la bouche et l'œsophage avant d'atteindre l'estomac, fournissant un effet prédigestif qui rend le lait plus facile à traiter. La recherche reste non concluante, mais ce qui est certain, c'est que le lait médiéval contenait son complément complet d'enzymes, tandis que le lait moderne ultra transformé est enzymatiquement mort. Au-delà des méthodes de transformation, le lait moderne contient de plus en plus de résidus qui étaient tout simplement impossibles dans les produits laitiers médiévaux. L'hormone de croissance bovine, qu'elle soit naturelle ou synthétique, représente une préoccupation. L'hormone de croissance bovine synthétique, appelée RBGH ou RBST, est administrée pour augmenter la production de lait. Des études montrent que le lait conventionnel a un niveau médian d'hormone de croissance bovine de 9,8 nanogrammes par millilitre, tandis que le lait biologique a une moyenne de 0,5 nanogrammes par millilitre. L'Union européenne et le Canada ont interdit la RBGH en raison de préoccupations concernant de possibles liens avec le cancer par l'augmentation des niveaux d'IGF-1 et des effets sur la santé reproductive. Chez les vaches, la RBGH provoque des mammites, des problèmes de pied et des infections au site d'injection. Ces problèmes de santé nécessitent à leur tour une utilisation accrue d'antibiotiques. Les résidus d'antibiotiques dans le lait restent une préoccupation débattue. Une étude de 2019 menée par des chercheurs de l'université Emory a révélé que 60% des échantillons de lait conventionnels contenaient des résidus d'antibiotiques détectables, y compris 2 antibiotiques interdits d'utilisation chez les vaches laitières. Cependant, les tests de la FDA de 2012 n'ont trouvé que 0,7% d'échantillons avec des résidus confirmés.
L'écart entre les études suggère que ce domaine nécessite plus de recherche, mais la présence de tout résidu d'antibiotiques soulève des inquiétudes quant au développement de la résistance aux antibiotiques. Les Centres pour le contrôle des maladies estiment que 2 millions d'infections résistantes aux antibiotiques se produisent chaque année aux États-Unis, entraînant 23 000 décès. L'exposition routinière à de faibles niveaux d'antibiotiques par l'alimentation pourrait contribuer à cette crise. Le lait médiéval contenait 0 antibiotiques, car ces médicaments n'existaient pas. Les résidus de pesticides suivent le même schéma. La plupart des échantillons de lait conventionnels contiennent des niveaux détectables de pesticides d'usage courant. Les échantillons de lait biologique ne montrent aucun pesticide détectable. Les pesticides entrent dans le lait par l'alimentation du bétail. Les vaches laitières modernes mangent du maïs et du soja qui ont été traités avec divers herbicides, insecticides et fongicides. Les résidus s'accumulent dans les animaux et sont transférés au lait. Les vaches médiévales mangeaient de l'herbe provenant de champs qui n'avaient jamais été exposés à des pesticides de synthèse, qui n'ont été inventés qu'au milieu du XXe siècle. L'effet cumulatif de la production de lait moderne crée un produit qui ressemble peu à son ancêtre médiéval. Commencez avec du bétail qui a été élevé pour produire de la bêta-caséine, A1, qui libère des peptides opioïdes inflammatoires pendant la digestion. Nourrissez ces animaux avec des régimes à base de céréales qui altèrent le profil d'acide gras de leur lait de manière néfaste, réduisant la teneur en oméga 3 et déséquilibrant les ratios oméga 6/oméga 3 en faveur de l'inflammation. Confinez ces animaux dans des conditions de surpeuplement et de stress qui favorisent les maladies et nécessitent l'utilisation d'antibiotiques. Administrez des hormones synthétiques pour forcer des niveaux de production encore plus élevés. Laissez les résidus de pesticides de l'alimentation s'accumuler dans le lait. Ensuite, ultra-pasteurisez le lait pour détruire les enzymes et les composés bénéfiques restants tout en assurant une longue conservation. Homogénéisez-le pour altérer de façon permanente la structure de la matière grasse. Le résultat est un liquide stérile, enzymatiquement mort, contenant des résidus nutritionnellement dégradés, qui peut rester non réfrigéré sur une étagère pendant des mois. C'est du lait en tant que marchandise industrielle, pas un aliment. Le lait médiéval a suivi le chemin inverse. Minimalement transformé ou consommé cru. Fermenté pour ajouter des bactéries bénéfiques. Provenant d'animaux qui n'avaient mangé que de l'herbe et produit uniquement de la protéine A2. Exempt de tout résidu chimique car de telles choses n'existaient pas. Le produit médiéval était un aliment vivant, consommé à sa qualité nutritionnelle maximale ou presque, contenant des probiotiques et des enzymes. Le produit conventionnel moderne est un aliment mort, diminué en nutrition, portant les traces chimiques de l'agriculture industrielle. Mais la transformation du lait n'a été complète que lorsque le système de production lui-même a changé. Le passage du pâturage à l'élevage industriel représente la révolution finale qui a séparé les produits laitiers modernes de leurs racines médiévales. La production laitière médiévale était nécessairement à petite échelle. Une famille paysanne pouvait posséder 1 à 3 vaches. Un manoir pouvait entretenir un petit troupeau. Ces animaux paissaient sur des terres communales, se déplaçaient avec la disponibilité saisonnière des pâturages et menaient des vies qui, bien que pas toujours confortables, permettaient généralement des comportements naturels. Les vaches formaient de petits troupeaux sociaux. Elles vélaient naturellement. Elles mangeaient ce que leur système digestif avait évolué pour traiter. Elles vivaient à l'extérieur. Le système était saisonnier, limité et extensif plutôt qu'intensif. Ce système a commencé à changer avec l'industrialisation, mais a subi sa transformation la plus spectaculaire après la Seconde Guerre mondiale. Le modèle CAFO, signifiant Concentrated Animal Feeding Operation,
est devenu dominant entre les années 1950 et 1980. Aujourd'hui, la grande majorité des vaches laitières aux États-Unis n'ont aucun accès au pâturage. Les exploitations laitières modernes peuvent contenir 700, 1000, voire 5000 animaux ou plus. La définition officielle d'un CAFO inclut les exploitations comptant 700 vaches laitières ou plus, confinées pendant 45 jours ou plus par an. Ces installations sont conçues pour l'efficacité, le volume et la maximisation du profit, avant toute autre considération. À l'intérieur d'un CAFO laitier moderne, les vaches vivent dans des étables à stabulation libre ou à l'attache sur des sols en béton, qui sont durs pour les sabots et les articulations. La boiterie affecte 20 à 30% des vaches laitières à tout moment. Les animaux ne touchent jamais ou rarement l'herbe. La traite a lieu 2 à 3 fois par jour via des systèmes automatisés. Une Holstein moderne produit 22 000 livres ou plus de lait par an, soit environ 4 à 11 fois ce qu'une vache médiévale produisait en une saison. La comparaison de la durée de vie est frappante. La durée de vie naturelle d'une vache dépasse 20 ans. Les vaches laitières modernes sont généralement réformées entre 4 et 6 ans, leur corps épuisé par des exigences de production qui dépassent de loin ce pourquoi l'évolution les a préparées. Le régime que ces vaches consomment est à l'origine de leur production extraordinaire, mais cause d'importants problèmes de santé. Le bétail des CAFO mange des rations riches en céréales, composées principalement de maïs et de soja, incluant parfois des produits d'origine animale, des déchets ou d'autres aliments non conventionnels. Les vaches sont des ruminants. Leur système digestif à 4 estomacs a évolué pour fermenter la matière végétale fibreuse par la digestion microbienne. Les céréales perturbent ce système. Elles provoquent l'acidose, des déséquilibres douloureux du pH de l'estomac qui peuvent endommager la paroi intestinale. Le bétail nourri au grain développe des abcès au foie. Il connaît une augmentation de la boiterie. Sa fonction immunitaire décline. Pourquoi donner des céréales malgré ces problèmes? Parce que cela augmente considérablement le volume de lait. Le lait peut être nutritionnellement inférieur, mais il y en a beaucoup plus. Les vaches médiévales mangeaient ce que la nature les a conçues pour consommer. Les conséquences sur la santé du bétail des CAFO sont profondes. La mamite, une infection douloureuse de la mamelle, est extrêmement courante, résultant des niveaux de production poussés et du stress du confinement. Le traitement nécessite des antibiotiques. Des troubles métaboliques comme la fièvre de lait et la cétose se produisent fréquemment, conséquence directe des exigences de production extrêmes. Cet environnement propice aux maladies nécessite l'utilisation d'antibiotiques. Le confinement étroit permet à la maladie de se propager rapidement dans les populations. Les animaux stressés ont des systèmes immunitaires affaiblis. Le résultat est à la fois une utilisation thérapeutique d'antibiotiques pour traiter les animaux malades et, dans certaines exploitations, des antibiotiques prophylactiques pour prévenir la maladie. Cela crée des bactéries résistantes aux antibiotiques, une crise de santé publique croissante. L'impact environnemental de la production laitière en CAFO est énorme. Des milliers de vaches produisent des volumes massifs de fumier qui s'accumulent dans des lagunes, créant des risques environnementaux. Le ruissellement pollue les sources d'eau avec des bactéries, des antibiotiques, des hormones et des nutriments provoquant des proliférations d'algues. Les émissions de gaz à effet de serre sont concentrées. Des systèmes de pâturage bien gérés peuvent être neutres en carbone ou même négatifs en carbone, les prairies séquestrant plus de carbone que le bétail n'en émet. Les fermes-usines ne peuvent pas faire cette affirmation. Les facteurs économiques expliquent pourquoi le modèle CAFO domine. Les économies d'échelle rendent les grandes exploitations plus rentables. Les coûts de main-d'œuvre par gallon sont plus bas. Une production constante tout au long de l'année permet de conclure des contrats avec de grands distributeurs. Le système médiéval ne pourrait pas nourrir les populations urbaines modernes. Pourtant,
ces avantages économiques s'accompagnent de coûts externalisés qui n'apparaissent pas sur les bilans, mais affectent la société dans son ensemble. Divers modèles de production alternatifs tentent de combler le fossé. La certification biologique exige l'absence de RBGH, d'antibiotiques et une alimentation biologique, mais les vaches biologiques peuvent toujours être confinées à l'intérieur. La certification nourrie à l'herbe exige une alimentation à base de pâturage, mais ne signifie pas nécessairement biologique. Le lait A2 provient de vaches sélectionnées génétiquement, mais ces animaux peuvent toujours vivre dans des cafots. Une production laitière de style véritablement médiéval, combinant la génétique A2, l'alimentation à l'herbe, la fermentation et une transformation minimale, est rare et coûteuse. La déconnexion fondamentale réside dans la façon dont nous conceptualisons la production de lait. La production laitière médiévale était un sous-produit d'une agriculture durable à petite échelle. Le lait provenait d'animaux servant à de multiples fins au sein de systèmes fonctionnant avec les rythmes de la nature. Le lait moderne est une marchandise industrielle produite dans des usines utilisant des animaux vivants. Ce changement philosophique explique en grande partie pourquoi les produits sont si différents. Nous avons maintenant retracé le parcours complet du lait médiéval au lait moderne, en examinant la génétique, la nutrition, la fermentation, la transformation et les systèmes de production. Chaque facteur aggrave les autres, créant un produit qui est fondamentalement transformé. Cela soulève la question essentielle. Qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Les preuves que nous avons examinées révèlent que le lait médiéval et le lait conventionnel moderne sont des produits fondamentalement différents. Le bétail médiéval produisait exclusivement de la bêta-caséine A2, évitant les peptides inflammatoires. Il paissait dans l'herbe, produisant un lait avec des ratios d'oméga optimaux, un taux élevé d'ALC, des vitamines élevées et une qualité de protéines supérieure. Les gens du Moyen Âge consommaient ce lait principalement sous forme de produits fermentés, bénéficiant des avantages des probiotiques. La production se faisait en pâturage dans des systèmes saisonniers avec un stress animal relativement faible. La transformation était minimale. Le lait ne contenait aucun résidu chimique car les hormones synthétiques, les antibiotiques et les pesticides n'avaient pas été inventés. Le lait conventionnel moderne inverse presque tous ces avantages. Environ la moitié du bétail moderne produit de la bêta-caséine A1, créant des problèmes digestifs. L'alimentation au grain dégrade le profil des acides gras. La consommation moderne se concentre sur le lait frais pasteurisé plutôt que sur les produits fermentés, éliminant les bienfaits des probiotiques. L'ultra-pasteurisation détruit les enzymes et les composés bénéfiques. La production a lieu dans des cafots où les animaux stressés nécessitent des hormones et des antibiotiques, dont les résidus apparaissent dans le lait. L'effet cumulatif crée un produit nutritionnellement dégradé. L'ironie est profonde. Les gens du Moyen Âge ne comprenaient pas la biochimie, la génétique ou la microbiologie. Ils fermentaient le lait parce qu'ils se gâtaient rapidement. Ils nourrissaient le bétail à l'herbe parce que les céréales étaient trop précieuses pour la consommation humaine. Leur bétail produisait du lait A2 simplement parce que c'était ainsi que la génétique se présentait. Pourtant, chacune de ces limitations a produit une nutrition supérieure. La science moderne valide leur sagesse involontaire. Cela ne signifie pas que nous devrions idéaliser la vie médiévale. Le lait médiéval se gâtait rapidement, c'est pourquoi la fermentation était nécessaire en premier lieu. Le lait cru pouvait transporter et transportait des maladies avant que la pasteurisation n'élimine ces risques. La pénurie saisonnière signifiait pas de produits laitiers frais pendant des mois. La production était limitée aux zones locales. Le lait frais était considéré comme un aliment de faible statut, réservé aux pauvres et aux malades. Les gens du Moyen Âge auraient adopté avec empressement les mesures de sécurité alimentaire modernes,
si elles avaient été disponibles. La pasteurisation sauve véritablement des vies. Le problème n'est pas la pasteurisation elle-même, mais ce que nous pasteurisons. La matière première s'est tellement dégradée que même une transformation appropriée ne peut restaurer ce qui a été perdu. Le débat sur le lait cru mérite d'être nuancé. Certains défenseurs promeuvent les produits laitiers non pasteurisés, affirmant une nutrition supérieure. Les preuves scientifiques ne soutiennent pas la plupart de ces affirmations. Des études analysant 40 articles de recherche ont révélé que la pasteurisation a un impact nutritionnel minimal. La qualité et la digestibilité des protéines restent inchangées. Les pertes de vitamines sont négligeables. Le lait cru contient des enzymes, mais il n'est pas prouvé qu'elles survivent à l'acide gastrique. Près d'un tiers des échantillons de lait cru contiennent au moins un agent pathogène. Le lait cru n'a pas réussi à réduire la malabsorption du lactose par rapport au lait pasteurisé dans des essais contrôlés. Plus important encore, le lait cru d'une vache de CAFO, nourri au grain et produisant de la protéine A1, n'est pas du lait médiéval. Il peut être non pasteurisé, mais il contient toujours des protéines inflammatoires, de mauvais ratios d'acides gras et des résidus d'antibiotiques. Le problème avec le lait moderne n'est pas principalement la transformation, mais ce qui s'est passé avant le début de la transformation. Heureusement, les consommateurs modernes ont des options pour se rapprocher de la qualité du lait médiéval. La génétique A2 est disponible grâce à l'élevage sélectif. Plusieurs marques commerciales vendent maintenant du lait exclusivement A2, bien qu'à des prix plus élevés. Le lait de vache nourris à l'herbe imite la nutrition médiévale, offrant des ratios d'oméga optimaux, un taux élevé d'ALC et des vitamines liposolubles élevées. La certification biologique garantit l'absence d'hormones synthétiques, d'antibiotiques ou de pesticides. Choisir du lait minimalement transformé plutôt qu'ultra-pasteurisé préserve plus d'enzymes et de protéines. Sélectionner des produits laitiers fermentés comme le fromage, le yaourt et le kéfir offre des bienfaits probiotiques similaires à ce que les gens du Moyen Âge consommaient. En combinant ces choix, un lait biologique A2 de vache nourries à l'herbe, pasteurisé de manière standard mais non ultra-transformé, se rapproche de ce qu'aurait été le lait médiéval. L'obstacle est économique. Ces options de qualité supérieure coûtent beaucoup plus cher que le lait conventionnel. Tout le monde ne peut pas se permettre la différence. Une mère célibataire travaillant à 2 emplois pour nourrir ses enfants achète le lait le moins cher disponible, pas du lait artisanal A2 de vaches nourries à l'herbe. Cela crée une division troublante où la qualité nutritionnelle devient un luxe. Le problème systémique est que l'agriculture industrielle externalise ses coûts. Le lait conventionnel semble bon marché à la caisse, mais la société paie par le nettoyage de l'environnement, la résistance aux antibiotiques, les problèmes de santé chroniques et la souffrance animale. Ces coûts ne disparaissent pas. Ils sont simplement cachés et répartis largement plutôt que d'être reflétés dans le prix. L'histoire du lait sert de microcosme au système alimentaire industriel plus large. La production industrielle privilégie le volume, l'uniformité, la durée de conservation et le profit tout en sacrifiant la nutrition, le bien-être animal, la durabilité environnementale et les savoirs traditionnels. Les limitations agricoles médiévales ont forcé des pratiques que la science moderne reconnaît maintenant comme supérieures. La technologie moderne permet des méthodes de production qui maximisent la quantité tout en dégradant la qualité. Cela soulève la question fondamentale de savoir pourquoi les gens signalent de plus en plus de problèmes avec le lait. Ce n'est pas que les systèmes digestifs humains ont soudainement changé. Les preuves archéologiques montrent que les Allemands du Moyen Âge digéraient le lait aussi bien que les Allemands modernes. Nos corps n'ont pas évolué pour rejeter le lait en seulement quelques générations. Ce qui a changé, c'est le lait lui-même. La protéine A crée des réactions que les gens interprètent comme une intolérance au lactose.
Le profil dégradé des acides gras favorise l'inflammation. La destruction des enzymes et des probiotiques supprime les composants bénéfiques. Les systèmes digestifs médiévaux fonctionnaient de manière identique aux nôtres. Mais le lait médiéval était une substance différente. Cette compréhension donne de l'espoir. Les consommateurs qui comprennent ces différences peuvent voter avec leur portefeuille lorsque c'est possible. Rechercher du lait A2, des produits laitiers de vaches nourries à l'herbe, la certification biologique et des produits fermentés rapprochent de la qualité médiévale. Soutenir les laiteries locales et l'agriculture régénérative crée une demande pour des alternatives. Au niveau personnel, redécouvrir la fermentation permet aux gens de créer des aliments riches en probiotiques à la maison. Le lait médiéval n'était pas parfait. La pénurie, l'indisponibilité saisonnière et le risque de détérioration créaient de réelles difficultés. La production laitière moderne nourrit des milliards de personnes. Une véritable réussite. Mais nous avons surcorrigé. En recherchant une efficacité maximale, nous avons perdu quelque chose de précieux. La question n'est pas de savoir si nous pouvons revenir entièrement à l'agriculture médiévale, ce qui est impossible à l'échelle de la population actuelle. La question est de savoir si nous pouvons intégrer la sagesse médiévale dans les systèmes modernes. Pouvons-nous élever pour la génétique A2 tout en maintenant la production? Pouvons-nous développer des systèmes à base de pâturage à grande échelle? Pouvons-nous encourager la fermentation tout en garantissant la sécurité? La science soutient cette synthèse. L'histoire prouve que c'est possible. Ce qui est requis, c'est la volonté collective de valoriser la nutrition, la durabilité et le bien-être animal aux côtés de l'efficacité et du profit. Merci de m'avoir rejoint dans ce voyage à travers le temps, la génétique, la biochimie et l'histoire agricole. Regarder quelque chose d'aussi simple en apparence que le lait révèle des vérités profondes sur la façon dont nous avons transformé notre relation avec la nourriture. Une boisson qui a soutenu les Européens du Moyen Âge à travers des saisons difficiles est devenue quelque chose qu'un nombre croissant de personnes ne peuvent plus tolérer. Pourtant, ce n'est pas une conséquence inévitable du progrès. C'est le résultat de choix spécifiques sur la façon dont nous élevons les animaux, ce que nous leur donnons à manger, comment nous les logeons et comment nous transformons ce qu'ils produisent. Le système médiéval apparaît remarquablement sophistiqué, malgré, ou peut-être à cause de, ses limitations. Ces contraintes ont forcé des pratiques qui optimisaient la nutrition, même si les gens du Moyen Âge n'auraient pas pu expliquer pourquoi. Ils sont tombés sur une sagesse que la science moderne valide maintenant. Cela suggère que parfois, les anciennes méthodes méritent d'être reconsidérées, non par nostalgie, mais sur la base de preuves. Si vous avez trouvé cette exploration précieuse, partagez-la avec toute personne qui a eu des problèmes avec les produits laitiers ou qui s'est demandé pourquoi le lait les affecte différemment de leurs grands-parents. Commentez ci-dessous avec vos expériences. Avez-vous remarqué des différences entre les types de lait? Le lait de vache nourries à l'herbe ou le lait A2 ont-ils fait une différence pour vous? Continuons cette conversation et redécouvrons la sagesse sur laquelle nos ancêtres sont tombés, en l'appliquant avec les connaissances et les outils que nous possédons aujourd'hui. Le passé a beaucoup à nous apprendre, si nous sommes prêts à écouter.